Merci Henri. Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de l'Académie nationale de chirurgie. Et je veux d'abord remercier les hautes personnalités qui nous honorent de leur présence. Son Excellence M. Wirth, ambassadeur de Pologne en France, Madame Sun Soveasna, premier conseiller auprès de l'ambassade royale du Cambodge, Madame Baya Chaouchi, conseiller auprès de l'ambassade d'Algérie en France, Monsieur Xiulin Gu, premier secrétaire de l'ambassade de Chine, Son Excellence Monsieur Roger Muller, ambassadeur de France, Son Excellence Monsieur Jean-Claude Poinbeuf, ambassadeur de France au Cambodge, Monsieur le professeur Peter Vogt, président, et le professeur Hans-Joachim Meyer, secrétaire général de la Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, le docteur Fernand Hessel, président de la Fondation Lucien Dreyfus de Mulhouse, le professeur Jean-Luc Delmas, président de l'Académie nationale de pharmacie, le professeur Christian Dumont, président de l'Académie vétérinaire, et le professeur Hervé Bazin, vice-président de l'Académie vétérinaire, le professeur Yves Loget, président de l'Académie nationale de médecine 2014, et le professeur Jean-Yves Le Gall, président de l'Académie de médecine 2015, ainsi que le professeur Daniel Couturier, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine 2015. Le professeur Raymond Ardayou, secrétaire perpétuel 2014. Je salue également le professeur Jean-Marie Mande, citoyen honoraire de Strasbourg, membre de l'Académie de médecine. Le professeur Roland Parc et Robert Nicodème, qui représentent le Conseil national de l'Ordre des médecins. Le docteur Marc-Olivier Gossy, qui est président du Conseil national des jeunes chirurgiens. Monsieur Guy Cobolet, directeur de la BU Santé. Et bien entendu, mon invité d'honneur que tout le monde connaît, le professeur Jean-François Mattei. Mesdames, Messieurs, chers collègues, au moment de prendre la parole devant vous, je pense à tous les présidents qui m'ont précédé à cette tribune. Tous ont contribué, chacun à sa façon, à faire de l'Académie ce qu'elle est aujourd'hui. Parmi eux, j'aimerais en évoquer un, particulièrement charismatique, qui était un ami proche et dont le combat contre la maladie nous avait tous beaucoup émus. Je veux parler de Charles Croix. Je salue son épouse Annie et sa fille Laurence, qui nous font l'amitié de leur présence ce soir. Charles avait tenu à dire son discours debout et il nous a quittés peu de semaines plus tard. Bel exemple de courage. Permettez-moi de rappeler qu'avec Jacques Marescot, Jean-Louis Pex et Jean-François Henry, nous avions créé en 1988, autour de Charles Croix, l'Association française de chirurgie endocrinienne. Dans son discours à l'Académie, Charles Croix parlait des qualités que, selon lui, le chirurgien devait posséder, et en particulier la témérité. Je m'en suis inspiré pour feuilleter quelques pages de ma vie et évoquer la vocation de chirurgien en vous parlant brièvement de ma propre expérience. J'essaierai de répondre à deux questions. Premièrement, pourquoi suis-je devenu chirurgien? Et deuxièmement, si c'était à refaire, quelle serait ma décision?
En fait, la chance m'a beaucoup souri. Bien que né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sous les bombardements, j'appartiens à la première génération qui n'a pas fait la guerre, qui n'a jamais fait la guerre, génération qui a été épargnée. J'ai fait mes études secondaires au lycée Albert Schweitzer de Mulhouse. Ce personnage mythique a suscité mon admiration et m'a donné envie de m'orienter vers la chirurgie pour travailler en Afrique. Le professeur Lucien Israël, psychiatre renommé, qui nous faisait en première année de médecine des cours de psychologie médicale, eut vite fait de ridiculiser cette vocation qui, selon lui, était typiquement névrotique. Pourtant, je me suis accroché. J'ai eu la chance de fréquenter des services hospitaliers dès la classe de terminale pendant les longues vacances. J'ai ainsi pu pénétrer, avant le début de mes études de médecine dans le bloc opératoire, d'un petit hôpital et assister à des appendicectomies sous la conduite d'un interne expérimenté. L'enchantement était total. Une fois le cursus de mes études bien avancé et l'internat en poche, j'ai eu la chance de travailler dans l'une des grandes cliniques chirurgicales de Strasbourg, celle dirigée par un maître charismatique et aimé, le professeur Alfred Weiss. Il dirigeait une clinique de 350 lits, entourée de professeurs agrégés habiles et performants, parmi lesquels Louis Hollender, Michel Adloff, Jacques Grenier, Philippe Reiss, Michel Gillet, qui furent mes maîtres et que je salue ici. Avec Michel Gillet, j'ai passé beaucoup d'heures au laboratoire de chirurgie expérimentale, ce qui m'a beaucoup servi par la suite. Finalement, mon rêve d'aller opérer en Afrique ne s'est jamais réalisé. Et c'est au Laos que le destin m'a envoyé, au hasard des concours hospitaliers, pour ce qui, avec du recul, constitue sans doute les 4 plus belles années de ma vie. J'y ai côtoyé Didier Sicard et j'ai beaucoup appris au contact de cette civilisation bouddhique laotienne. J'ai vécu le renversement de la royauté, l'installation du régime communiste Pathet Lao. Après 4 ans, je suis rentré en France sans jamais oublier le Laos, où je retourne presque tous les ans et qui est devenu pour moi une seconde patrie. Le Laos est l'un des 10 pays les plus pauvres du monde. Son peuple n'avait pas grand-chose à offrir, mais il m'a tout donné, et surtout une philosophie de l'existence qui s'est avérée être un bagage précieux pour la vie. Durant ce séjour au Laos, j'ai eu la chance de me rendre à maintes reprises au Vietnam et d'y rencontrer le professeur Ton That Tung, qui m'a enseigné sa technique très efficace des hépatectomies. En 1980, il avait l'expérience de plus de 700 hépatectomies, avec des résultats étonnants et une faible mortalité. Il m'a transmis la passion de la chirurgie hépatique. Celle-ci a été renforcée par la suite par d'autres maîtres tels que Henri Wismuth, Masatoshi Makushi et d'autres. À mon retour du Laos, nouvelle chance, je suis allé avec Michel Gillet vivre quelques semaines à Pittsburgh auprès de Tom Starr. En rentrant à Strasbourg, j'ai eu le privilège de travailler avec Jacques Sincadre et Philippe Wolff, puis avec Karim Boudjema. Nous avons développé un centre de chirurgie et de transplantation. Avec Karim Boudjema, nous avons travaillé en 1992 sur les greffes hépatiques auxiliaires orthotopiques, d'abord au laboratoire, puis en application clinique dans le traitement des hépatites fulminantes. J'ai également consacré une part importante de mon activité au traitement des métastases hépatiques et j'ai été avec Bernard Nordlinger, rapporteur au congrès de chirurgie de 1992 sur ce sujet. Par la suite, j'ai eu la chance de voyager beaucoup en Europe, en Amérique du Nord, en Argentine, en Uruguay, mais surtout en Asie, particulièrement au Japon, à Hong Kong, en Chine, en Corée, à Taïwan, où j'ai pu rencontrer des équipes très performantes en chirurgie et transplantation hépatique et en chirurgie pancréatique. Toutes ces équipes se sont montrées très accueillantes et beaucoup de ces chirurgiens sont devenus des amis que je rencontre régulièrement, tels par exemple Nagao, à Nagoya et bien d'autres. Mais toujours la chance. Nous avons pu accueillir à Strasbourg de nombreux chirurgiens juniors, notamment japonais, venant passer 1 ou 2 ans dans le service. Ils se sont montrés particulièrement actifs et travailleurs, repartant souvent avec des publications dans de bonnes revues internationales. Nous avons également établi des relations étroites avec plusieurs équipes européennes. Je pense notamment à la Pologne, représentée ici par le professeur Tadeusz Wróblewski de Varsovie, de l'équipe du professeur Marek Krawczyk, que je salue.
Nous les avons épaulés lorsqu'ils ont développé leur programme de transplantation hépatique à Varsovie. Ils sont aujourd'hui l'une des équipes les plus performantes d'Europe. Quel bonheur de travailler dans ces conditions, en collaboration avec des équipes dynamiques et motivées. Voilà un bel atout du métier de chirurgien, le privilège de travailler en équipe. Comment ne pas évoquer ici celui qui a travaillé fidèlement avec moi pendant 20 ans, alors qu'il s'était initialement orienté vers la chirurgie orthopédique. En effet, il ne devait venir dans le service que pour 1 ou 2 semaines. Finalement, il y est resté 22 ans et a pris ma succession il y a 5 ans, Philippe Bachetier. Pourquoi avoir choisi la voie de la chirurgie? Grâce à l'exemple tracé par mes maîtres, grâce à tous ceux qui m'ont aidé, et il faut bien le dire, grâce à la chance. Si c'était à refaire, je dirais sans hésiter oui. Pourtant, nous vivons une révolution complète de la chirurgie qui demain ne sera plus celle que nous avons connue. En effet, il faut véritablement parler de nouvelle chirurgie. Dans un éditorial paru dans le New England Journal of Medicine, Atul Gawande de la Harvard Medical School retrace l'évolution de la place de la chirurgie dans la littérature médicale. Il est intéressant de constater que lors de la création du New England Journal of Medicine en 1812, 20% des articles concernaient la chirurgie, pour atteindre 60% en 1892 et redescendre à 15% en 2011. On peut se demander pourquoi. Parce que, dit l'auteur, le laboratoire avait partiellement remplacé la salle d'opération comme source de découverte, avec le développement de la médecine moléculaire, des chimiothérapies et d'autres technologies. Selon l'auteur, 3 révolutions ont permis le développement de la chirurgie. Ce sont successivement 1. L'apparition de l'anesthésie générale, 2. La prophylaxie des infections post-opératoires et maintenant le développement de la chirurgie non invasive. Grâce à des incisions 100 fois plus petites, puisque pour la chirurgie abdominale par exemple, les incisions passent de 1 demi-mètre à 1 demi-centimètre, avec pour conséquence une quasi-disparition de la douleur, des suites opératoires plus simples et des séjours hospitaliers réduits permettant le développement de la chirurgie ambulatoire. Mais attention, la chirurgie ne régresse pas. Elle compte plus de 2500 procédures différentes et on estime à 50 millions le nombre d'actes chirurgicaux réalisés aux États-Unis tous les ans. On évalue à une moyenne de 7 actes chirurgicaux le nombre d'interventions dont bénéficie chaque citoyen américain au cours de sa vie. Est-ce à dire que la chirurgie classique, elle, a disparu? Certainement pas, car elle ne peut disparaître dans certains secteurs tels que la traumatologie, les transplantations, certaines interventions de cancérologie, de chirurgie reconstructive, etc. Qu'il s'agisse de chirurgie mini-invasive, de chirurgie complètement non invasive, de chirurgie invisible ou de chirurgie classique, elle sera toujours jugée et évaluée selon 2 critères, l'efficacité et la morbidité. La mortalité devant, quant à elle, progressivement, complètement disparaître. Le XXIe siècle sera également porteur d'immenses progrès, dont nous voyons apparaître quelques tendances lourdes, notamment depuis la découverte complète du génome humain, puis du potentiel réparateur des cellules souches, de l'essor des techniques robotisées, la réalisation de nouvelles prothèses et d'organes artificiels, ou plutôt bio-artificiels, de l'œil bionique, des robots, des exosquelettes. Nous nous devons de rester réceptifs aux innovations, car, comme l'écrivait Nicolas Bouzou, la crainte du progrès est la pire menace qui nous guette. Nous avons d'ailleurs créé une section interventionnelle à l'Académie afin d'accompagner et d'amplifier ce mouvement. Il reste que cette chirurgie avant-gardiste n'est pas immédiatement applicable à tous les pays du monde et qu'il reste une large place pour la chirurgie conventionnelle. Nous avons d'ailleurs créé une section de chirurgie humanitaire à l'Académie autour de Claude Huguet. Elle continuera à se pencher sur les grandes pathologies les plus fréquentes qui concernent tout de même encore la plus grande partie de l'humanité qui continue à être soignée de manière classique. Enfin, il reste de grands problèmes à résoudre. Comment enseigner cette nouvelle chirurgie? Heureusement, des écoles se multiplient pour remplir cette mission, mais à quel prix?
Faut-il opter pour une hyperspécialisation par organe et même au-delà par pathologie? Le pas a été franchi par exemple en orthopédie, où le chirurgien devient souvent le spécialiste de telle ou telle articulation. Autre défi, comment apprendre aux jeunes chirurgiens à développer la recherche? L'Académie a souhaité se joindre à l'université dans le cadre des Masters 2 pour faciliter ces développements, et vous verrez combien nous avons vu éclore des talents dont certains seront récompensés tout à l'heure, mais il nous faudrait pouvoir en récompenser bien plus tant ils le méritent. La clarification des prix de l'Académie, réalisée par Dominique Franco, a abouti à une répartition plus homogène et plus généreuse en 2014. L'Académie a également organisé avec l'AFC, l'Association française de chirurgie, un forum de recherche lors du congrès de chirurgie qui a connu un éclatant succès. L'enseignement et la recherche font partie des préoccupations de l'Académie, et c'est avec une grande satisfaction que nous avons reçu des propositions très constructives du Conseil national des jeunes chirurgiens, qui s'impliquent très activement dans la formation des jeunes chirurgiens. Ils sont bien sûr associés à notre réflexion. Nous avons vu fonctionner dans notre académie une équipe d'animation et de gestion de plus en plus performante autour du secrétaire général Henri Judet, de Pascal Decoville qui travaille avec enthousiasme, sans compter les heures, de Fatia El Morabi qui, avec Bernard Andréassian, assure le bon fonctionnement des e-mémoires, des membres du bureau et du conseil d'administration. Je tiens à les féliciter toutes et tous et à les remercier très chaleureusement. Sans eux, tous ces remarquables progrès n'auraient pas pu se faire. Les secrétaires annuels nous exposeront le contenu de nos séances hebdomadaires, très suivies et de plus en plus riches. La qualité des projections a été considérablement améliorée grâce à Pascal Bourret, ainsi que la retransmission grâce à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine et de santé et à son directeur Guy Cobollet. Merci à Henri Bismuth et à mes prédécesseurs d'avoir mené ce projet à bien, qui permet d'enregistrer les séances. Il enregistre un vif succès avec plus de 4750 téléchargements par jour, incluant les vidéos des séances et les articles des e-mémoires. Nous évoquerons aussi le rayonnement national et international de l'Académie, qui accueille de nombreux nouveaux membres, français, européens, notamment cette année allemands et polonais, mais aussi chinois et cambodgiens. Nous développons un partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, avec la participation cette année de l'Académie de chirurgie au congrès allemand de chirurgie à Munich. Je ne voudrais pas terminer sans souligner que le chirurgien est avant tout un médecin, un homme qui soigne, sans oublier que soigner n'est pas seulement un acte technique, mais aussi un acte d'amour. Pour conclure, comment définir le rôle actuel de l'Académie de chirurgie? Cette institution vénérable est en pleine mutation, nouant des relations étroites avec toutes les spécialités chirurgicales, tous les nouveaux modes de développement, la chirurgie mini-invasive, ambulatoire, robotique, à tous les stades de formation des chirurgiens. L'Académie se doit de rester au centre de ce mouvement qui caractérise l'évolution de notre spécialité. Elle doit être un carrefour d'idées, de réflexion et de coordination, accueillant les jeunes et les moins jeunes. Il y a pour tous une belle place à occuper à l'Académie de chirurgie qui vous tend la main. Je vous remercie.